Alors que les Jeux olympiques se dérouleront à Paris cet été, je me suis intéressée à la pratique traditionnelle du ski en montagne qui se trouve menacée par le changement climatique et à une de ces alternatives dont l'étude nous est apparue particulièrement intéressante, à savoir le ski sur le sable. Donc en partant du constat des différences de record de vitesse établies sur chacun des deux milieux, donc à savoir 255,5 km/h sur la neige et 92,12 km/h sur le sable, nous nous sommes demandé si les spécificités des milieux granulaires pouvaient influencer les performances en ski sur sable. Donc pour cela, nous allons d'abord étudier quelques propriétés caractéristiques des milieux granulaires avant de nous intéresser au ski sur chacun des deux milieux. Et enfin, nous essaierons donc de tirer une conclusion des différents résultats obtenus lors de notre étude. Donc tout d'abord, nous allons présenter quelques généralités sur les milieux granulaires. Donc les milieux granulaires sont un objet d'étude très répandu parce qu'ils ont de nombreuses applications dans la vie courante. Donc il s'agit par exemple du deuxième matériau le plus utilisé par les activités humaines après l'eau. Et donc il a de nombreuses applications industrielles, notamment dans le génie civil ou encore dans les industries agroalimentaires pour des problématiques de stockage de grains, entre autres. Et enfin, les milieux granulaires se retrouvent au cœur de problématiques environnementales et humaines parce que la compréhension de la stabilité des sols et de l'écoulement granulaire permet entre autres de prévoir l'occupation ou l'évacuation de territoires. Mais donc comment est-ce que nous pourrions définir un milieu granulaire ? Donc on va définir un milieu granulaire par un critère de taille. Donc on va dire qu'un milieu granulaire, c'est une collection de particules solides macroscopiques de taille supérieure à 100 micromètres. Et donc la première chose que nous avons faite, c'est de vérifier par une expérience simple de granulométrie que le sable que nous allions utiliser par la suite remplissait ce critère de taille. Et donc c'est bien le cas puisqu'on a une majorité de grains de taille supérieure à 250 micromètres et 125 micromètres. Mais l'étude des milieux granulaires se révèle particulièrement compliquée puisque les trois états de la matière vont coexister. Solide lorsque l'on étudie un tas immobile ou encore des états fluides, donc liquides ou gazeux, lors d'un écoulement granulaire ou encore lors de phénomènes tels que les tempêtes de sable. Donc en partant de ce constat que les milieux granulaires peuvent se comporter comme un fluide, nous avons d'abord étudié une première propriété qui est celle du débit. Et ici, nous avons cherché à comparer le débit du sable avec le débit d'un fluide connu, à savoir l'eau, puisqu'en théorie, le débit de l'eau dépend de la hauteur d'eau contenue dans la bouteille, puisque nous avons utilisé une bouteille pour notre expérience, ce qui n'est visiblement pas le cas pour le sable. Et donc, avec le dispositif expérimental suivant, nous avons tracé nous avons obtenu les courbes suivantes puisque nous avons tracé donc, la masse de sable et d'eau écoulée en fonction du temps. Et donc à gauche, vous avez la courbe pour la masse de sable écoulée et à droite pour l'eau. Et donc ici, on constate que le débit du sable suit une loi linéaire, ce qui n'est pas le cas pour l'eau. Et donc on peut constater que le débit du sable va être constant, contrairement à l'eau. Une deuxième propriété que nous avons étudiée concerne l'angle d'avalanche. Et donc ici, la théorie nous dit que lors de la formation d'un tas de sable, la pente de celui-ci augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur d'angle limite, appelée angle d'avalanche, comprise entre 30 et 35 degrés. Et donc lorsque cet angle limite est atteint, une instabilité se produit, donc ce qui déclenche une avalanche, à l'issue de laquelle le tas retrouve une pente stable, donc de valeur inférieure à l'angle d'avalanche. Et donc ici, nous avons voulu vérifier expérimentalement donc, l'existence de cette valeur limite pour l'angle d'un tas lors de sa formation. Pour cela, nous avons procédé à deux expériences, donc l'expérience du tas de sable et l'expérience du tambour. Et grâce à ces deux expériences, nous avons pu mesurer plusieurs valeurs d'angle juste avant que l'instabilité ne se produise sur notre tas, donc d'après la théorie et donc, ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire lorsque le tas avait atteint cette valeur d'angle limite. Et donc on constate tout d'abord que la plupart de nos valeurs rentrent dans cette fourchette d'angle limite donc de 30 ou 35 degrés. Et donc ce que nous avons voulu faire ensuite, c'est un calcul d'incertitude type sur notre angle moyen. Pour cela, nous avons effectué 10 mesures sur l'expérience du tas de sable. Et un programme Python nous a permis de trouver une valeur d'angle moyen de 33,3 degrés et surtout une incertitude type sur ce dernier de 0,36 degrés.
Mais pour aller plus loin sur cette propriété de l'angle d'avalanche, mais surtout pour comprendre la formation et modéliser la formation du tas de sable, nous avons eu recours à deux programmes Python, dont le premier est présenté ici. Et les deux programmes fonctionnent selon le même modèle, donc présenté en image 8, à savoir donc que l'on considère un tas, que l'on remodélise un tas par des piles de grains. Et donc ce que fait le programme, c'est qu'il ajoute des grains dans la pile, donc dans la première pile, la pile de gauche. Et dans cette colonne, il va identifier des grains susceptibles de tomber et puis il va le calculer donc avec la formule à gauche donc pour n, le nombre de grains qui vont effectivement tomber dans la pile suivante, ce qui modélise donc l'avalanche à la surface de notre tas. Et donc le premier modèle numérique nous renvoie donc les images donc présentées ici pour différentes tailles de support. Et donc, on ne peut pas conclure grand-chose pour une taille de support 10. En revanche, pour des supports de taille 50 et 100, il y a une nette tendance qui se dessine puisqu'on observe donc la formation de tas qui présente une pente relativement stable et régulière. Mais ce programme ne nous renvoie qu'une image finale du tas obtenu. Et donc, nous avons voulu aller plus loin avec un deuxième modèle numérique qui donc fonctionne selon le même principe qu'expliqué précédemment, mais à la différence que celui-ci nous renvoie une image du tas obtenu à l'issue de chaque ajout de grains et donc à l'issue de chaque avalanche. Et donc ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons compilé toutes les images obtenues en une petite vidéo, ce qui nous a permis d'observer la formation du tas de sable de manière animée, contrairement au programme précédent qui ne nous donnait qu'une image fixe du tas obtenu donc à l'issue des avalanches successives. Enfin, la troisième propriété que nous avons étudiée est celle de l'effet de voûte et que nous avons étudiée grâce à l'expérience du silo de Janssen. Et donc ici, la théorie par les calculs suivants nous donne l'inégalité donc encadrée en rouge à droite entre le poids apparent de grains contenu dans le silo. Donc le poids apparent de grains, c'est la force exercée par les grains donc à la base du silo lorsque ceux-ci sont contenus dans le silo, qui donc serait strictement inférieur au poids réel de grains contenu dans le silo. Et donc pour obtenir cette inégalité, nous sommes partis de l'équation différentielle à gauche et donc de l'expression pour la pression verticale, la contrainte verticale exercée à la base du silo, donc ce qui correspond à la pression exercée à la base du silo, pour laquelle nous avons considéré deux cas limites qui sont d'ailleurs très intéressants pour comprendre le phénomène à l'intérieur du silo. Donc on considère d'abord un point proche de la surface du silo. Et donc ici, pour ce cas limite, on constate que la pression exercée à la base du silo dépend de la hauteur z de grains contenus dans le silo et n'est donc pas constante. En revanche, pour un point qui serait éloigné de la surface, on constate que la pression exercée à la base du silo est constante. Et donc ensuite, en partant de l'hypothèse que la hauteur de notre silo H est très grande devant ce qu'on appelle la hauteur caractéristique lambda, on arrive donc à notre inégalité entre le poids apparent et le poids réel. Et donc je fais juste remarquer ici que expérimentalement, on a bien cette hypothèse qui est vérifiée, donc à savoir donc, notre H, donc notre hauteur de silo expérimentale qui est très grande devant la hauteur caractéristique lambda que nous avons calculée donc, avec l'expression encadrée à gauche. Et donc expérimentalement, nous avons voulu vérifier donc, cette inégalité entre le poids apparent et le poids réel. Pour cela, nous avons réalisé l'expérience suivante avec deux milieux granulaires différents, donc d'abord des pois chiches et ensuite notre sable. Et donc l'expérience consistait à peser donc, la masse de pois chiches et donc de sable lorsque ceux-ci étaient contenus dans notre tube en PVC, donc ce qui modélisait notre silo, et puis de déverser donc, ce milieu granulaire dans le cristallisoire et de nouveau de peser la masse donc, de ces derniers. Et donc ici, on constate que la masse de pois chiches, donc après les avoir déversés dans le cristallisoire, a presque doublé et presque triplé pour le sable. Donc on a bien cette inégalité qui est vérifiée entre notre poids apparent et notre poids réel pour un milieu granulaire. Et donc ces résultats expérimentaux mettent en avant la propriété suivante qui dit que tout ajout de matériaux granulaires au-delà d'une hauteur caractéristique lambda n'affecte plus la masse qui est portée par la base du silo. Et cela s'explique par la formation de voûtes, d'arches entre les grains et la paroi, dû au fait que les forces de frottement et donc la friction entre les grains et la paroi ne sont pas réparties
horizontalement, mais sont plutôt, verticalement, mais sont renvoyés latéralement sur les parois. Et donc les grains sont soutenus par les parois et ne reposent pas entièrement à la base du silo, ce qui explique la différence de masse mesurée. Et donc maintenant, après avoir étudié 3 propriétés caractéristiques des milieux granulaires, nous nous sommes intéressés donc à notre ski sur chacun des 2 milieux et plus particulièrement à calculer les coefficients de frottement entre nos skis et chacun des 2 milieux, puisque nous avons estimé qu'il s'agissait d'une limitation et qui pouvait expliquer potentiellement les différences de record observées sur les 2 milieux. Donc nous allons tout d'abord considérer le ski sur la neige. Et pour cela, on considère un skieur et son équipement qui est soumis aux forces donc, présentées en image 24, à savoir son propre poids, la réaction donc, de la piste, une force aérodynamique et la force de frottement solide donc, exercée entre les skis et la neige, force donc, de frottement qui s'exprime donc, avec le coefficient de frottement mu que nous allons chercher à déterminer et donc la réaction du support. Et donc pour trouver l'expression de mu, on a eu recours à un PFD qui nous donne donc l'expression suivante pour le coefficient de frottement solide. Et après application numérique, on trouve une valeur pour ce coefficient de frottement de 0,20 à comparer avec une valeur de 0,15 dans la littérature. Et ici, l'incertitude réside peut-être dans la masse du skieur et de son équipement que nous avons évalué à 100 kg pour effectuer l'application numérique, ou encore sur le modèle que nous avons utilisé donc, pour représenter le skieur, et donc par extension du coefficient de traînée que nous considérons ici. De même pour le sable, donc nous avons trouvé ici un coefficient de frottement de 0,47, soit plus de 2 fois le coefficient de frottement solide que nous avons trouvé pour la neige. Et donc il y a ici une première limitation qui est mise en évidence et qui viendrait donc expliquer les différences de performance observées sur chacun des 2 milieux. Mais donc, rappelons-nous que le sable peut aussi avoir un caractère fluide. Et donc, nous avons ici fait un deuxième calcul, donc à savoir un calcul de viscosité. Et donc, dans ce cas-là, nous avons considéré le sable dans son caractère fluide. Et pour faire ce calcul, nous avons eu recours au dispositif expérimental suivant. Donc, ce qui nous a donc permis de faire rouler une bille dans le rail du plan incliné avant que celle-ci n'atteigne la planche en bois recouverte de sable. Et donc, elle se trouvait freinée par ce sable et donc par les frottements fluides et visqueux que le sable exerçait sur elle. Et donc pour remonter à la viscosité, nous avons fait plusieurs mesures de distance d'arrêt pour ensuite, donc, par calcul, remonter à la viscosité. Donc nous avons effectué 2 mesures de distance d'arrêt et pour les calculs, nous considérons une distance d'arrêt moyenne de 20,75 cm. Et donc on obtient une expression pour la viscosité donc encadrée ci-dessus et surtout une valeur de 0,97 poids-œil, ce qui est de l'ordre de grandeur d'une huile de moteur. Donc il y a ici une résistance non négligeable qui vient s'opposer à la descente d'un skieur sur une piste de sable. Donc pour conclure, nous avons présenté dans ce tableau les différentes propriétés que nous avons estimées être limitantes pour la pratique du ski sur le sable. Donc tout d'abord, l'angle de la pente, puisque a priori, l'angle de la pente pour une piste enneigée n'est pas limité et était d'ailleurs de 98% lorsque le record de vitesse a été établi sur la neige. En revanche, la mise en évidence donc, de cet angle limite lors de la formation d'un tas et donc par extension d'une dune sur laquelle nous allons skier vient donc limiter les performances atteignables et donc cette pente était de 55% lorsque le record a été établi sur la neige. Enfin, donc, nous avons mis en évidence une grosse différence entre les frottements solides, puisque nous avons calculé que les frottements solides sur les sables étaient plus de 2 fois supérieurs à ceux sur la neige. Et pour mettre cela en évidence, donc avec des calculs de vitesse, puisque c'est la vitesse qui nous intéressait à l'origine, nous avons donc calculé 2 vitesses avec les 2 coefficients de frottement considérés pour une même pente. Et donc on observe bien que la vitesse de la neige la vitesse atteinte sur la neige est bien supérieure à la vitesse donc atteignable sur le sable. Et enfin, nous avons donc fait un calcul de viscosité, puisque donc cela concerne le sable, puisqu'il n'y a a priori pas de viscosité à en considérer sur la neige, sauf si on considère le fluide, une viscosité pour le film d'eau qui se formerait sous les skis. Mais quoi qu'il en soit, cette viscosité serait nettement inférieure à celle donc, que nous avons calculée sur la neige, qui était de 0,97 poids-œil.
Donc finalement, il n'est pas absolument évident que les propriétés des mules granulaires influencent directement les performances en ski sur sable, sauf donc l'existence de cet angle limite, angle d'avalanche. En revanche, nous avons mis en évidence que la nature même des matériaux sur lesquels nous skions et donc l'existence de frictions plus ou moins importantes entre nos skis et le matériau venait donc influencer grandement la qualité de la glisse et donc par extension des performances que nous pouvons espérer atteindre en ski sur sable. Merci. 15 minutes et 0 secondes. Wow.